Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons parler de l'Ukraine. C'est inévitable de parler d'Ukraine de temps en temps. Mais il se trouve que cette nouvelle année 2024 est une année charnière, pour plein de raisons, ne serait-ce que les élections aux États-Unis, mais aussi ce qui vient de se passer en Ukraine, à la fois sur le plan militaire, mais sur le plan diplomatique. Donc ça mérite des éclaircissements de votre part pour nos auditeurs. Oui, effectivement, on a vu des choses bizarres se passer et il y en a quelques-unes qu'il faut reprendre pour expliciter et en même temps les explicitant pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. La première, je crois, pour moi, la plus importante, parce que c'est exceptionnel, il faut bien le dire, c'est quand le commandant-chef de l'armée ukrainienne, Zaloujny, a dit dans un article pour le journal économiste anglais, il a dit « Nous sommes dans une impasse ». Que le chef d'état-major des armées d'un pays en guerre reconnaisse qu'on est dans une impasse, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est quand même avouer une situation qui est un peu difficile pour des militaires. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi il a pu dire une chose pareille. Et j'ajouterais que peu de temps après, Stoltenberg, le patron de l'OTAN, comme vous savez, a ajouté « Ah, sur l'Ukraine, il va peut-être falloir se préparer à des décisions difficiles. » Tiens. Donc, si vous savez, dans le renseignement, on dit toujours qu'il faut, quand il y a des conjonctions, il faut quand même regarder ça de très près. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Premier point, il y a un conflit ouvert entre le président Zelensky et son chef d'état-major des armées. Pourquoi? C'est parce que Zelensky fait une guerre médiatique. Guerre médiatique, ça veut dire, par exemple, on est sur Bakhmout et nous tiendrons quoi qu'il arrive sur Bakhmout. Ou maintenant, on est sur Avdiivka, pareil, nous serons et nous tiendrons. Ça veut dire qu'on va envoyer des troupes en renfort, des troupes fraîches, au fur et à mesure qu'elles se font écraser ou qu'elles se font tuer, on envoie des troupes fraîches. Donc c'est un lieu, un consommateur, en définitive, de troupes. Pour les militaires, c'est pas bon du tout. Sauf si ça doit déboucher sur une avancée. Mais envoyer uniquement des hommes se faire tuer ou blesser uniquement pour tenir une position, c'est l'histoire de Verdun, et nous savons tous en France que Verdun était une absurdité conceptuelle sur le plan militaire. En définitive, lorsqu'on voit qu'on ne peut plus tenir une position parce qu'elle est intenable, plutôt que de faire tuer des gens, je préfère me replier pour une autre position un peu plus en arrière. Plus stratégique. Plus stratégique, un repli stratégique, comme on dit, et justifié d'autant plus que ça me permet de diminuer mes pertes. Donc, ces deux conceptions de la guerre qui sont en train de s'opposer et qui sont sorties devant le grand public, si je peux dire, et devant tout le monde, pour la première fois avec cette déclaration de Zaloujny. Je crois qu'il faut en retenir une chose, c'est donc que pendant la première partie de la guerre, Zelensky a fait une guerre médiatique pour dire « nous allons gagner ». Et donc, il fallait absolument qu'on tienne les positions, qu'on avance. Bon. Et ils ont tout fait pour ça. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part de l'armée qu'ils ne peuvent pas, en réalité, ils n'avancent pas. On l'a vu avec la contre-attaque, qui en définitive est un échec, il ne faut pas se leurrer. Et depuis, si vous regardez le repli des troupes, léger, mais le repli des troupes à Marinka, qui était une zone attaquée depuis très longtemps par les Russes, il y a eu un repli de l'armée ukrainienne sur des positions meilleures, et on voit ça dans d'autres endroits. On peut se dire qu'actuellement, l'armée ukrainienne est en train de changer de stratégie pour rentrer dans une stratégie plus réaliste. Ça, c'est le premier point, mais il est très important, si vous voulez. Bon. Le deuxième, c'est, d'un côté, il y avait les Russes qui avaient des avions et qui tiraient à distance, bien entendu, pour ne pas se faire descendre par les forces antiaériennes, ukrainiennes, mais
les Russes tiraient des missiles, évidemment, qui faisaient du mal. Tout le matériel qu'ils ont pu utiliser les ont aidés, effectivement, dans cette période, pour empêcher la progression des troupes ukrainiennes. De l'autre côté, hein, on nous dit « Ah oui, mais bientôt, les Ukrainiens vont avoir des F-16 ». Il faut tordre le cou à cette réalité, parce que pour être un pilote de chasse sur un avion comme un F-16, il ne faut pas 6 mois ou 3 mois d'entraînement. Parce qu'il y a d'une part la formation, il y a les automatismes, et il y a ensuite l'entraînement spécifique en conditions de combat. Donc, si vous voulez, vous avez tout un ensemble de choses qui fait que, contrairement à ce que certains annoncent, avant que les pilotes ukrainiens soient efficaces sur F-16, il faudra du temps. Et puis, il y a un deuxième problème. C'est où on va les mettre, ces avions. Parce que si on les met sur des aéroports ukrainiens, nous savons maintenant que les Russes, avec leurs drones, leurs missiles Kinjal et autres, sont capables de toucher, ils le démontrent tous les jours actuellement, sont capables de toucher tous les points du territoire ukrainien. Donc s'il y a des avions quelque part, il ne faut pas se faire d'illusions, ils risquent d'être détruits. Et on ne peut pas les mettre dans des pays autour, parce que là, ça serait à ce moment-là, mais on deviendrait des belligérants, avec tout ce que ça comporte. Donc on voit bien que là aussi, le coup des F-16, c'est au moins autant de la propagande que de la réalité. Troisième élément qui est très grave, là, parce que ça, c'est un problème de fond, mais qui explique aussi la position de Zaloujny par rapport à Zelensky, c'est que les deux côtés, en l'ensemble, perdent à peu près 1000 morts et blessés par jour. En gros, c'est la... Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, hein. C'est la Première Guerre mondiale. Hein. Mais il y a un pays qui a 45 millions d'habitants, et de l'autre côté, ils sont 4 fois plus. Hein. Donc il est clair qu'au fur et à mesure qu'ils perdent, et à peu près des chiffres équivalents en pertes, quoi qu'on raconte, les pertes sont équivalentes. Mais ce qu'on voit, c'est que quand vous êtes à 40 ou 45 millions de personnes, si vous perdez 300 000 personnes, ce n'est pas la même chose que si vous perdez 300 000 personnes dans un pays qui a 170, 180 millions d'habitants. On le voit au-delà des déclarations des uns ou des autres, par la conscription. Les ordres de conscription pris par les Ukrainiens montrent que maintenant, on recrute tout le monde, mais on a aujourd'hui des gens qui ont plus de 50 ans qui sont sur le front. Or, il faut être honnête, des gens de 50 ans, ça ne fait pas des hommes des forces spéciales. Ça ne fait pas des troupes d'assaut. Et ils en sont à recruter des femmes aussi hein, pour la guerre en Ukraine. Donc, on voit bien que de ce côté-là, ils ont aussi un problème d'effectifs. Et dernier problème, c'est le problème des munitions. Quand vous regardez les Occidentaux, on leur a dit, il y a un an de ça, on leur a dit, ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous aider, pour vous fournir les munitions qui vous manquent. Mais en réalité, le problème, il est dramatique parce que nous n'avons pas, nous, la capacité de produire le volume de munitions requis pour approvisionner l'Ukraine, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis ou les deux réunis. Nous sommes loin derrière, donc nous ne pouvons pas recompléter les stocks en permanence. Et d'autant plus que les munitions qui sont utilisées en Ukraine, il y a des munitions d'armes occidentales, puisqu'on en a livré un paquet depuis le début, mais il y a aussi les munitions des armes ukrainiennes de l'époque et des armes venant de Russie. Donc, on est aujourd'hui dans un problème d'approvisionnement en munitions qui devient critique. Parce que dans cette guerre de position, hein, puisqu'ils ne bougent plus beaucoup, ni les uns ni les autres, on voit que le rôle de l'artillerie est essentiel. Or, les Russes ont réussi, avec l'aide de la Corée, avec l'aide d'autres pays, ils ont réussi à avoir des munitions en quantité suffisante. Et puis parce qu'il faut le dire aussi, Poutine a complètement redéployé son industrie de défense, hein, qui marche à fond, avec un budget qui a monté en flèche par rapport à précédemment. Il est passé en industrie de guerre. Exactement, il est en industrie de guerre. Donc. Mais ils ont réussi à passer en industrie de guerre, alors que de l'autre côté, les malheureux, ils n'y arrivent pas. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où, en dehors de toute considération morale, politique ou autre, sur le plan purement militaire, on est dans une situation très mauvaise. Alors, bien sûr, on est en période d'hiver. Pendant l'hiver, les Russes, exactement comme l'année dernière, progressent un petit peu, parce qu'ils sont mieux organisés, mieux structurés pour faire la guerre en hiver que les Ukrainiens, mais ne rêvons pas.
ils n'ont pas fait la preuve d'une capacité offensive forte dans le passé, ils ne vont pas la faire maintenant. À moins d'un effondrement de l'armée ukrainienne, les positions sont relativement stables. Deux choses quand même qu'on peut encore mentionner sur le militaire, et une qu'on a mentionnée avec le général Gomard, qui a été une grande surprise, c'est que sur le plan de la guerre électronique, les Russes sont plus forts que les Occidentaux. Ça, c'est clair. On en a eu la démonstration en Ukraine. Ils savent mieux s'adapter, si vous voulez, ils sont plus efficaces. Donc ça pose un autre problème, si vous voulez. Là, je ne parle pas uniquement de l'Ukraine, mais ça veut dire aussi, pour la suite, si un jour on était en tension majeure avec les Russes, il va falloir qu'on y pense et qu'on revoie un petit peu nos outils qui semblent un peu défaillants par rapport aux leurs. Enfin, moins performants que les leurs. Du point de vue économique, la situation ukrainienne n'est pas bonne, c'est clair, parce que d'un côté, toute une partie est en conflit, ils ne peuvent pas beaucoup produire. D'un autre côté, les destructions systématiques qui sont faites par les Russes, et on le voit, à chaque hiver, c'est pareil, pour déstabiliser la population, en tapant sur les centrales électriques, en tapant sur les endroits qui permettent aux gens de se chauffer, d'avoir de l'eau, enfin bref, tout ce qui est indispensable. On rend ça extrêmement difficile à obtenir par des bombardements, et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, exactement comme l'année dernière. Donc, la vie est très difficile sur le plan des populations. Les usines, c'est difficile de les faire tourner. Quand vous n'avez pas d'électricité ou autre, c'est plus difficile. Quand les gens ont froid, ils travaillent moins avec moins d'enthousiasme, et ainsi de suite. Donc, la vie est plus difficile, indiscutablement, actuellement, pour les Ukrainiens. Et sur le plan des exportations d'Ukraine, les Ukrainiens, comme vous avez pu le voir dans ces derniers mois, ont beaucoup de problèmes parce qu'ils pensaient pouvoir exporter par le sud. On y viendra par Odessa et les ports, par la mer Noire, en longeant les côtes de Moldavie et de Roumanie vers la Turquie. Ils pensaient pouvoir exporter beaucoup. On s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Et de l'autre côté, on voit que les Polonais et les autres, et les Hongrois, commencent à dire « nous ne voulons pas recevoir des produits agricoles ukrainiens parce qu'ils sont moins chers, mais ils sont de moins bonne qualité ». Et ils nous mettent en l'air nos économies agricoles. De l'autre côté, nous avons des sanctions. On a beaucoup de sanctions faites sur les Russes. On vient encore d'en faire une récemment sur les diamants, en disant on va taper sur les diamants. Bon, mais ce qui est affolant et inquiétant, si vous voulez, c'est que l'année dernière, officiellement, selon le FMI et la BCE, les Russes ont fait une progression de leur PIB supérieure à celui de tous les pays d'Europe. Puisqu'ils sont à un peu plus de 3,5%. Alors on nous dit, oui, mais attention, ils vont se casser la figure, c'est pour bientôt. Moi, je me souviens d'un ministre français nous annonçant la première sanction, ne vous en faites pas, on va les mettre à genoux. Je vois que 3 ans après, c'est eux qui sont en train de nous mettre à genoux, c'est plutôt le contraire, sur le plan économique, puisqu'ils progressent plus que nous. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne sait pas qu'ils progressent plus que nous. C'est qu'ils ont réussi à remplacer toute la production sur laquelle nous avons exercé des sanctions par des approvisionnements autres, ou des productions faites chez eux, ou des productions venues des pays alliés, maintenant, des pays du BRICS, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, puisqu'ils sont tous avec la Russie, et qui approvisionnent la Turquie sur l'alimentaire, la Chine, l'Inde, tout le monde approvisionne, et donc, du coup, les Russes, ils s'en sortent plutôt mieux. Alors, tout ça, ça commence à faire un ensemble pas très bon. Si je regarde maintenant les pays, les États-Unis et l'Europe, parce qu'on a parlé de la Russie, on a parlé de l'Ukraine. Les alliés historiques de l'Ukraine. Voilà, les alliés de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a encore un bloc soudé? Vous avez raison, vous avez bien raison, parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, alors c'est terrible, puisqu'on a vu les républicains qui ont refusé, qui ont bloqué, tout, ils l'avaient dit, donc ce n'est pas une surprise, parce que quand on lit les journaux français, on a l'impression que ça a été la surprise au 20 décembre que les Républicains disent non. Les Républicains, depuis 3 mois, ont dit on ne veut plus aider l'Ukraine. On considère qu'il y a d'autres choses mieux à faire que d'aider ce pays corrompu à lutter contre la Russie. Il vaut mieux s'intéresser à l'Amérique. America first, ça on connaît. Et le résultat, c'est que
On l'a vu une première fois à la Chambre des représentants, quand le président Biden a réussi un coup de maître en convainquant le leader républicain de la Chambre des représentants, le speaker, donc comme on dit, de la Chambre des représentants, et en convainquant de voter pour aider l'Ukraine. Et la surprise, ça a été que les républicains ont destitué, ce n'était jamais arrivé, ont destitué leur patron en disant il a outrepassé les autorisations qu'on avait données, il n'est pas question qu'on donne. Et le nouveau qui a été nommé a dit tout de suite moi, il n'est pas question que je donne à l'Ukraine. Hein. On peut donner à Israël, bien entendu, encore que pas tout. À l'Ukraine, on ne veut pas donner parce qu'il y a d'autres priorités actuellement. Et tant que vous n'aurez pas répondu aux autres priorités américaines, on ne lâchera pas le reste. Donc, la situation aux États-Unis est bloquée. Biden le sait très bien. On vit actuellement sur la lancée des moyens qui ont été mis en place par Biden vers l'Ukraine, mais dans les semaines et les mois qui viennent, on va arriver, il n'y aura plus rien. Et là, il va y avoir un vrai problème en Ukraine. Et Zelensky le sait très bien, c'est que s'il n'y a pas cette manne qui arrive et qui permet d'irriguer ou de ruisseler sur tout le pays, ça va être très compliqué. À une échéance, parce qu'elle est importante pour les Russes et les Ukrainiens, c'est que, on vous rappelle qu'en novembre 2024, il y a l'élection américaine, mais si, comme tout semble indiquer, en tout cas actuellement, Trump fait la course en tête, si Trump gagne, il l'a dit, l'Ukraine, ça s'arrête. Ça, c'est clair, il l'a dit, il a expliqué. Alors, on arrive effectivement à l'Europe. Parce que qu'est-ce que fait l'Europe sans les États-Unis pour aider l'Ukraine ? Et là, il y a un vrai problème. C'est que nous n'avons ni les moyens militaires suffisants, ni les moyens financiers suffisants, sans appauvrir vraiment nos économies. Donc là, on voit qu'on est devant un os. D'ailleurs, déjà, l'Europe a commencé en réduisant un budget qui avait été proposé par la Commission vers l'Ukraine. Il a déjà été réduit pratiquement de moitié. On voit qu'il y a un problème très important aujourd'hui, d'autant plus que dans les pays européens, certains, alors avec un leader, c'est la Hongrie, ça tout le monde le sait, mais il y a un certain nombre de pays qui commencent à dire mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on arrête l'aide à l'Ukraine, puisqu'il n'avance plus, l'échec de l'offensive est mal vécu, il faut le bien dire, dans tous les pays occidentaux, en disant mais alors ils ne peuvent pas gagner, ce que, entre parenthèses, on avait dit depuis longtemps, hein. On le savait, mais personne ne voulait l'écouter. On se voit aussi que de l'autre côté, ils ne peuvent pas non plus gagner, ce qu'on a dit depuis très longtemps également. Donc, en définitive, tout le monde commence à dire mais est-ce que la solution, ce n'est pas une négociation sur la ligne de front ? En tout cas, on sent de plus en plus monter dans les pays occidentaux l'idée de dire est-ce qu'il n'est pas temps de négocier ? Alors, Poutine vous dit, déclaration du début de cette année, de ses vœux, nous ne céderons pas, parce que ça c'est normal, il ne va pas dire je vais céder ou je vais négocier. Sinon, il se mettra en position délicate pour négocier. Mais n'oublions pas que Poutine, dans 2 mois, il y a l'élection en Russie. La Russie est certes un régime présidentiel, et je serais gentil, un peu dirigiste, même très dirigiste, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut être d'accord ou pas, mais il y a une élection. Donc, je pense que Poutine n'a aucun intérêt à baisser la garde jusqu'à l'élection, mais on peut penser que dès que l'élection est faite, comme là, il est tranquille pour un certain temps, il va y avoir à ce moment-là des possibilités de négociation. D'autant plus qu'on va arriver peu de temps après aux élections européennes. Et comme vous avez vu, il y a une montée en Europe des populistes. Or, les populistes sont pour la réduction, pour ne pas dire l'arrêt de la guerre en Ukraine. Il y a un risque avec l'Europe, avec la montée en puissance des partis populistes, qui vont représenter la 3e puissance. Mais 3e puissance, dans le cadre de l'Europe, c'est très important. Et ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour les va-t-en-guerre, je dirais, qui vont avoir une très forte opposition contre eux. Ils ne vont pas pouvoir faire passer les choses comme ils le faisaient ces derniers temps. Hein. Donc on va avoir l'Europe, elle sera moins enthousiaste qu'elle n'a été pour aider. Les Américains qui sont partis pour un blocage. Hein. Tout le monde occidental qui évidemment regarde l'affaire israélienne, qui leur paraît en définitive beaucoup plus importante, parce que ça ils comprennent, ils connaissent. Ils comprennent beaucoup mieux ce qui se passe là-bas. Et l'histoire du Moyen-Orient, c'est quelque chose que tout le monde connaît dans tous les pays occidentaux. Et je pense que même aux États-Unis,
c'est beaucoup plus important. L'allié israélien, c'est quand même autre chose que l'allié ukrainien. Hein. Et en 2024, il n'y aura pas d'élection en Ukraine ? Il devait y avoir des élections. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Il devait y avoir au printemps l'élection du président de la République, c'est-à-dire Zelensky devait se représenter. Quand les parlementaires ukrainiens et d'autres, et les chefs de parti, ont dit à Zelensky « Quand est-ce que vous allez organiser l'élection ?» Zelensky a dit « Je ne veux pas organiser une élection en temps de guerre. » En réalité, tous les sondages qui nous arrivent d'Ukraine montrent que s'il y a élection, le chef d'état-major Zalouzny est élu sans aucune... Il a une avance considérable sur Zelensky. Et on revient à ce que je vous disais au départ, sur le conflit existant entre Zelensky et Zalouzny. Zalouzny qui, lui, veut éviter la mort de ses soldats, hein, mais qui est un bon militaire. Ils ont fait de très belles guerres. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont. Hein, parce qu'il faut voir comment ça se passe. Hein. Ils ont fait une superbe guerre, ils se battent bien. Hein, les Ukrainiens sont très très bien battus, il faut le dire. Zalouzny est très populaire auprès de tout le monde. En plus, il a une réputation d'intègre, ce qui, dans ce pays, est plutôt rare, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, s'il y a élection présidentielle, il se présente, il gagne. Pour Zelensky, c'est insupportable. Donc Zelensky, lui, il continue, il est piégé, en définitive. Il ne veut pas faire l'élection présidentielle, et d'un côté, d'un autre côté, il veut continuer la guerre à sa manière, la guerre médiatique. La question qu'on peut se poser, évidemment, derrière tout ça, c'est à quel moment les Occidentaux, jugeant que ça suffit, hein, vont mettre la pression sur l'Ukraine en disant « Bon, il est peut-être temps qu'on discute ». Alors, il y a un journaliste américain qui s'appelle John Hersey qui, au mois de décembre, a levé un coin du voile en disant « Zalouzny et Gerasimov, le patron de l'armée russe, ont déjà discuté. Donc, il y a des contacts entre les deux. » Et vous avez pu voir qu'il y a eu un échange de prisonniers récemment, très important, le plus gros depuis le début de la guerre. Alors bien sûr, on ne va pas vous dire qu'ils sont en train de négocier la paix, mais il y a des contacts déjà et des échanges, et on peut penser que ce qui suffit maintenant pour que ça bascule, c'est d'un côté que Poutine soit d'accord, il faut pour ça qu'il ait été réélu, hein, donc dans 2 mois, hein, et 3 mois, et d'un autre côté, il faut que du côté des États-Unis, la pression soit telle qu'on dise, bon, il faut arrêter le massacre. Et là, la solution, au pire, serait au pire en durée. Hein, c'est si Trump est élu. On est dans un système où il va se passer en 2024 plein de choses. Et ça pourrait bien se terminer avant la fin de 2024. Ça devrait se terminer avant la fin de 2024. Alors, plus ou moins tôt, avec toutes les échéances que je viens de vous donner, mais plus ou moins tôt, ça pourrait se terminer par une négociation de cessez-le-feu entre les deux parties. Alors, quel que soit le résultat de la négociation, si on reprend la négociation d'Ankara qui avait été arrêtée à la demande de Boris Johnson, à la demande du Premier ministre anglais, et pour laquelle, 2 mois après le début de la guerre, tout le monde était d'accord, c'était les provinces russophones aux Russes et le reste restant chez nous, et l'OTAN défensif, l'OTAN s'installant mais en défensif sur l'Ukraine. Si c'est ça, il va rester encore à ce moment-là un énorme problème, ça va être la reconstruction de l'Ukraine. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Alors là, vous savez comme moi que il a été décidé par le président Zelensky que ce serait le fonds d'investissement américain BlackRock qui va faire la reconstruction. Donc il est donc maintenant certain qu'une fois de plus, les bénéfices de la guerre se seront tirés par les Américains, puisque d'un côté, ils vont se faire payer tout l'armement qu'ils ont envoyé, il ne faut pas l'oublier, rien n'est donné par les Américains. Hein. Tout ce qui est envoyé par les Américains, c'est vendu. Alors vendu, paiement cash ou paiement plus tard. Un pré-bail, comme on dit. Hein. Mais de toute manière, ce n'est pas donné. Et la reconstruction, elle va être faite sous contrôle américain. Donc de toute manière, les Américains ont verrouillé la suite de l'histoire. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut penser qu'on est en train de s'approcher de la fin de l'histoire. Donc l'Europe va sortir affaiblie, l'Europe occidentale. C'est clair. Parce que nous avons souffert des sanctions au moins autant que les Russes. Il faut dire la vérité. Hein. Avec un grand perdant, on a eu l'occasion de le dire déjà il y a longtemps dans une émission qu'on avait faite. Le grand perdant, ça sera, bien entendu, ça sera l'Allemagne, car l'Allemagne a été cassée par cette affaire-là, avec la disparition par le Nord Stream, la fin
du monopole gazier, je dirais, allemand sur l'Europe, sur notre Europe, c'est clair, et par le fait aussi que, sous la pression américaine, on voit un certain nombre d'entreprises allemandes s'installer aux États-Unis et lâcher la Chine. Donc, pour le moment, ceux qui sont en plus grave difficulté cette année, c'est clairement l'Allemagne, quoi qu'ils en disent. Et d'ailleurs, quand on voit les déclarations du chancelier allemand, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas l'air très à l'aise dans sa vision du futur. Donc l'Ukraine, chasse gardée des Américains pour la reconstruction. Ouais. Nous avons fait une émission aussi sur l'initiative des Trois Mers. Ah oui, absolument. Où là, on voit que l'Europe du Nord est en train de prendre une position très forte sur l'ensemble. Donc finalement, au fur et à mesure que nous faisons des émissions de géopolitique sur l'Europe, sur l'Ukraine, on met en place les pièces du puzzle et on commence à avoir une vision de l'Europe future pas très réjouissante à l'approche effectivement des élections européennes. Exactement. Il sera intéressant de faire une analyse de ce qui sera passé, des votes respectifs des différents pays, des politiques des différents pays, mais on voit que l'Europe du futur ne sera évidemment pas celle du passé. On sait qu'actuellement, à Bruxelles, ils préparent des changements très importants. Ils voudraient un président de l'Europe, ils voudraient un vote qui ne soit plus un vote unanime. Enfin, il y a quantité de choses qu'ils veulent faire, mais qui posent de vrais problèmes, parce que si on va dans ce sens-là, il est évident, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, que nous serons les perdants de l'affaire. Donc, en tout cas, il faudra qu'il y ait une négociation, et j'espère que ça suivra d'un vote en France, et encore mieux des référendums, pour savoir si les Français sont d'accord. Donc 2024, une année charnière, on l'espère, pour la paix. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter parce que, rendez-vous compte, 1000 morts et blessés par jour dans un pays comme l'Ukraine, c'est épouvantable. Vous me direz, à Gaza, c'est pire. Il y a 20 000 morts et 50 000 blessés, donc on est dans ces eaux-là aussi. Hein. Mais c'est pire parce que c'est très concentré. Hein. Mais il n'empêche quand même qu'on peut pas, pour un pays, déjà on est un pays comme le nôtre, de la France, qui nous prétendons des défenseurs de la paix, on ne peut pas se réjouir de voir de conflits dans lesquels il y a autant de gens qui laissent la vie ou qui sont marqués à vie. Donc tablons sur une paix globale pour 2024. Je dirais prions pour une paix globale, parce que là... Prions, donnons-nous rendez-vous pour parler de l'Europe prochainement. Oui, exactement. Un cet peu été, avant, un peu pendant ou un peu après. Mais ça vaudra le coup. Ça nous concerne au premier plan. Et j'espère d'ailleurs qu'on pourra à ce moment-là faire venir des amis qui sont des européistes convaincus et connaissant parfaitement l'Europe pour justement expliquer tout ce qui est en train d'être imaginé derrière et qui pourrait faire évoluer l'Europe, mais pas forcément dans notre intérêt. Merci, encore une émission passionnante. Et on reviendra sur la France, l'Europe, tout début juin, je crois, pour les élections. Absolument, oui, tout à fait. Merci, et je vous dis à très bientôt sur Openbox TV. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance, et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.